La méthode des déplacements. On a déjà vu en résistance des matériaux qu'il existait une relation linéaire entre les efforts qu'on imposait à une structure et ses déplacements. L'approche traditionnelle, l'approche 1 ici, consiste à considérer que les déplacements sont la conséquence des efforts qu'on impose à une autre structure. En conséquence, on va d'abord calculer les efforts qu'on impose à la structure, d'abord calculer les efforts au niveau des liaisons, et ensuite on va calculer les déplacements. Une autre approche qui sera adoptée avec la méthode des déplacements consiste à considérer que les efforts sont la conséquence des déplacements qu'on a imposés à la structure. Autrement dit, les inconnus, ce seront les déplacements. Et une fois qu'on connaît les déplacements, et en particulier les déplacements des nœuds de la structure, c'est-à-dire des extrémités des poutres, on pourra en déduire les efforts qui agissent dessus. La méthode des déplacements permet de résoudre des problèmes hyperstatiques. Elle est particulièrement efficace lorsque le degré d'hyperstatisme est élevé. En effet, dans ces cas-là, cela signifie qu'il y a en général un nombre très surabondant de liaisons. Autrement dit, il y a un nombre très important de nœuds pour lesquels les déplacements ou les rotations sont bloqués. Or, comme les inconnus avec la méthode des déplacements sont les déplacements des nœuds, moins il y a de déplacements possibles, moins il y a d'inconnus. Dès à présent, il faut faire attention à deux repères qui seront utilisés tout au long de cet exposé. Premièrement, le repère global, qui est toujours le même, quelle que soit la structure et quelle que soit l'orientation des poutres. On considère en général un axe grand X horizontal, un axe grand Y vertical. C'est par rapport à ce repère global que sont représentés les déplacements globaux de la structure et les efforts de liaison. On a également des repères locaux. Par rapport à ces repères locaux, on définira également les déplacements des extrémités des barres. Les déplacements des extrémités des barres seront donc susceptibles d'être représentés parfois dans les repères locaux, parfois dans le repère global. Ce sont également dans ces repères locaux qu'on a l'habitude de représenter les efforts intérieurs qui agissent dans une poutre. Considérons une poutre IJ dont on va imposer le déplacement des nœuds. Déplacement UI, VI et rotation θI pour le nœud I, et déplacement UJ, VJ et rotation θJ pour le nœud J. On peut montrer qu'il existe une relation linéaire entre ces déplacements imposés aux extrémités de la poutre et les efforts des nœuds sur la poutre. On notera NIJ, VIJ et MIJ, l'ensemble des efforts exercés par le nœud I sur la poutre IJ. Et on notera NJI, VJI et MJI, l'ensemble des efforts exercés par le nœud J sur la poutre IJ. La relation linéaire qui lie ces déplacements à ces efforts s'exprime à travers une matrice de rigidité qui ne dépend que des propriétés mécaniques et géométriques de la poutre. Propriétés mécaniques à travers le module Young E, propriétés géométriques à travers la section S de la poutre, sa longueur L et son inertie I. Les efforts ainsi définis sont des efforts intérieurs. Néanmoins, ils sont égaux au signe près, pour ce qui est des efforts NIJ, VIJ et MIJ, aux efforts intérieurs que l'on a définis dans les cours précédents. En effet, la convention de signe pour les efforts intérieurs, pour les efforts de cohésion, consiste à considérer qu'ils représentent l'action de la partie droite de la poutre sur la partie gauche. Cette convention est parfaitement respectée au niveau du nœud J qui se situe à droite. En effet, on a dit que les efforts NJI, VJI et MJI représentent l'action du nœud J sur la poutre IJ, donc l'action d'une partie à droite de la poutre sur la poutre à gauche. Au contraire, les efforts NIJ, VIJ et MIJ représentent l'action du nœud I situé à gauche sur la poutre IJ. Ils sont donc égaux à l'opposé des efforts de cohésion. On fera très attention qu'ici la relation qui est exprimée entre les efforts et les déplacements est exprimée dans le repère local de la poutre. Mais que se passe-t-il si la poutre, en plus d'avoir des déplacements imposés au niveau de ses nœuds, est chargée par un effort extérieur? On peut se douter que cet effort extérieur aura également une influence sur les efforts caractérisant l'action des nœuds sur la poutre. En effet, si l'on note toujours NIJ, MIJ et VIJ, l'action du nœud I sur la poutre IJ,
et NJI, VJI, MJI, l'action d'une J sur la poutre IJ, on peut décomposer ces actions par l'influence dans un premier temps du déplacement des nœuds et l'influence dans un second temps du chargement extérieur. Pour ce dernier cas, l'influence du chargement extérieur doit être considérée avec des déplacements bloqués afin de ne pas être redondant avec la décomposition précédente. En conséquence, on considérera que les efforts caractérisant l'action des nœuds sur la poutre dépendent toujours linéairement du déplacement des nœuds auquel il faut rajouter un terme NIJ0, VIJ0, etc., caractérisant l'influence du chargement sur la poutre. Ce terme additionnel caractéristique de l'influence du chargement de la poutre est un terme tabulé. On considérera donc que l'ensemble des efforts N0, V0, M0 sont connus. Prenons ici l'exemple d'une charge uniformément répartie. Le moment M0AB caractérise le couple exercé par le nœud A sur la poutre AB. Le moment M0BA caractérise le couple exercé par le nœud B sur la poutre AB. Leurs valeurs sont connues et valent respectivement QL2 sur 12 et moins QL2 sur 12. De même pour les efforts V0AB et V0BA, dont les valeurs sont toutes les deux égales à QL sur 2. Avant de présenter plus en détail la méthode des déplacements, nous devons ici préciser deux points. Un premier concernant les efforts et leur notation en particulier, un second concernant les degrés de liberté et les déplacements d'une structure. Concernant les efforts, on a la possibilité d'isoler les nœuds et les barres, et ainsi de représenter les efforts exercés par le nœud sur une barre ou les efforts exercés par une barre sur le nœud. La décomposition en nœuds et en poutres est strictement identique à celle qui a déjà été adoptée pour calculer le degré d'hyperstatisme d'une structure. Les efforts NIJ, VIJ et MIJ caractérisent l'action du nœud sur une poutre. En conséquence, si l'on isole un nœud, on fera apparaître les efforts -NAB, -VAB, -MAB ici, qui sont l'opposé des efforts NAB, VAB, MAB que l'on représente si on isole une poutre. De même, si on s'intéresse ici au nœud B, on représentera les efforts NBA, VBA, MBA comme étant l'action du nœud B sur la poutre AB et les efforts -NBA, -VBA, -MBA comme étant l'action de la barre sur le nœud B. Appliqué à une structure plus complexe, ceci permet d'insister sur le fait que les efforts NIJ, VIJ, MIJ sont toujours définis par rapport aux repères locaux associés à chaque poutre. Au contraire, les efforts extérieurs, caractérisant l'action des liaisons sur la structure, sont en général définis par rapport au repère global. Prenons l'exemple de la structure. Isolons le nœud A. On fera apparaître les efforts XA, YA, MA, caractéristiques des actions des efforts de liaison. Et on fera apparaître les efforts -NAB, -VAB, -MAB, caractéristiques de l'action de la poutre AB sur le nœud A. Le signe moins signifie que l'on a isolé le nœud et non la poutre. Si on isole la poutre AB, on fera apparaître des efforts positifs NAB, MAB, VAB pour l'action du nœud A sur la poutre AB et des efforts NBA, VBA, MBA pour l'action du nœud B sur la poutre AB. Évidemment, on retrouve la continuité des efforts entre le nœud A et la poutre AB. Si on isole le nœud B, la continuité des efforts impose que l'action de la poutre sur le nœud B corresponde à des efforts -NBA, -VBA et -MBA. L'action de la poutre BC sur le nœud B est caractérisée par les actions -NBC, -VBC, -MBC. On peut ainsi progresser sur toute la longueur de la structure. Et donc on insiste ici sur le fait que les efforts NIJ, VIJ, MIJ sont toujours définis avec un signe positif lorsqu'on isole une poutre et toujours définis avec un signe négatif lorsqu'on isole un nœud. Parlons maintenant des degrés de liberté. Les degrés de liberté caractérisent l'ensemble des déplacements et rotations possibles des nœuds d'une structure.
Les degrés de liberté sont dans un premier temps exprimés dans le repère global de la structure. On note alors grand UI, grand VI et θi, ces déplacements et rotations par rapport au repère global. Il faut ici prendre garde, car chaque nœud peut également avoir un déplacement exprimé dans le repère local des poutres qui lui sont liées. Dans ce cas, on utilise des notations en minuscules, petit ui, petit vi. Seul θi ne change pas, qu'il soit exprimé dans le repère local ou dans le repère global. Prenons maintenant l'exemple de la poutre AB. Intéressons-nous d'abord au nœud A. Au niveau du nœud A, l'extrémité de la poutre ne peut subir de déplacement vertical. VA est donc nul. En revanche, le nœud A est susceptible d'avoir un déplacement horizontal. UA est donc susceptible d'être différent de 0. Ceci correspond à 1 degré de liberté. De même, la rotation en A est susceptible d'être différente de 0. Ceci correspond à un deuxième degré de liberté. Au nœud B, le déplacement horizontal et vertical du nœud est bloqué. Seule la rotation θB est possible. En conséquence, cette structure a 3 degrés de liberté, grand UA, θA et θB. Ces 3 degrés de liberté sont néanmoins théoriques. On va voir que les deux seuls degrés de liberté sont en réalité θA et θB. Le calcul des degrés de liberté d'une structure peut être simplifié en considérant l'hypothèse que les poutres ont une longueur constante. Cela signifie qu'exprimés dans le repère local des poutres, les déplacements UI et UJ sont toujours identiques. Cette hypothèse conduira à ne pas pouvoir calculer les efforts normaux à partir de la matrice de rigidité. En effet, si vous remplacez dans l'expression de la matrice de rigidité les valeurs de UI et UJ par une même valeur, vous trouverez invariablement que l'effort normal est nul, ce qui n'est généralement pas le cas dans une structure. Pour calculer les degrés de liberté d'une structure, on considérera donc a priori que chaque nœud a potentiellement 3 degrés de liberté, 2 en déplacement, 1 en rotation. Ces degrés de liberté doivent ensuite être modulés selon les conditions limites, c'est-à-dire les liaisons, et selon l'hypothèse que les poutres ont une longueur constante. On gardera en mémoire que chaque degré de liberté doit être appréhendé comme une inconnue cinématique. L'objectif de la méthode des déplacements est de calculer ces inconnus. À partir de ces inconnus, il sera alors possible de calculer les efforts dans la structure. Prenons l'exemple de la première structure, ABC. Le nœud A n'a aucun degré de liberté compte tenu de l'encastrement. Le nœud B a potentiellement 3 degrés de liberté, horizontale, verticale, rotation. Le degré de liberté VB, c'est-à-dire le déplacement vertical, n'est pas possible, car le nœud A ne se déplace pas et que le déplacement vertical du nœud B est nécessairement identique au déplacement vertical du nœud A. Le nœud B, par contre, peut se déplacer horizontalement. Compte tenu de l'hypothèse que les poutres ont une longueur constante, le nœud C se déplace de la même valeur que le nœud B. Le degré de liberté UB égale UC est donc un des degrés de liberté de la structure. Le nœud B peut également tourner. θB est donc un degré de liberté pour cette structure. Le nœud C également peut tourner. θC est donc un degré de liberté pour cette structure. Enfin, le déplacement VC est impossible compte tenu de la liaison. Cette structure a donc 3 degrés de liberté indépendants. Pour la structure suivante, on retrouvera les mêmes degrés de liberté auxquels il faudra rajouter le degré de liberté VD correspondant au déplacement vertical du nœud D et le degré de liberté θD correspondant à la rotation du nœud D. La dernière structure est certainement un peu plus subtile. Ces degrés de liberté sont au nombre de 4. Si on regarde les appuis A et D, on note tout de suite qu'il n'y a aucun degré de liberté au niveau des nœuds A et des nœuds D. Si on s'intéresse au nœud C, on notera qu'il n'y a aucun degré de liberté vertical. Le déplacement du nœud C est nul compte tenu du déplacement nul du nœud D. Le même raisonnement est valable pour le nœud B. Le nœud C peut se déplacer horizontalement. Le nœud B aura nécessairement le même déplacement. Le déplacement horizontal UB égale UC est donc un des degrés de liberté de la structure.
Le nœud C peut également tourner. Ceci correspond donc à un deuxième degré de liberté. Enfin, le nœud B est un nœud un peu particulier. Il s'agit d'une rotule interne. En conséquence, l'extrémité de la poutre BC au point B et l'extrémité de la poutre AB au point B peuvent tourner avec des valeurs différentes. Il s'agit donc de définir ici deux rotations possibles. θB1 qui pourrait correspondre à la rotation du nœud B du côté de la poutre BC et la rotation θB2 qui pourrait correspondre à la rotation du nœud B du côté de la poutre BA. Nous pouvons maintenant aborder la question de la résolution d'un problème par la méthode des déplacements. Considérons une structure quelconque pour laquelle nous avons défini le nombre de degrés de liberté. Il s'agit ici de bien comprendre que chaque degré de liberté correspond à une inconnue cinématique. N degrés de liberté égale n inconnues, il faut donc trouver n équations indépendantes pour calculer l'ensemble des déplacements des nœuds de la structure. Une équation par degré de liberté. Lorsqu'on a un degré de liberté en rotation, on obtiendra une équation intéressante et indépendante des autres équations que l'on pourra écrire par ailleurs en écrivant l'équilibre statique du nœud. Prenons ici l'exemple d'un nœud B connecté d'une part à droite à la poutre BC, d'une part en bas à la poutre AB. Si j'isole le nœud, je peux représenter l'ensemble des efforts exercés par les poutres sur le nœud. Seul ici nous intéresse l'équilibre du nœud par rapport au moment. Si j'écris cet équilibre, j'obtiens immédiatement la relation MBA plus MBC égale 0. Sachant que chacun de ces moments peut s'exprimer à partir des degrés de liberté, ceci permettra effectivement d'obtenir une équation faisant intervenir les degrés de liberté. Lorsqu'on a un degré de liberté en déplacement, il y a deux approches possibles. Une méthode plus simple, mais qui ne fonctionne peut-être pas tout le temps, une méthode plus générale, mais un peu plus compliquée à comprendre. La méthode simple, mais qui ne fonctionne probablement pas tout le temps, va consister à écrire l'équilibre statique d'une partie de la structure dans une direction correspondant au déplacement du degré de liberté. Pour écrire cette équation, il faudra prendre garde qu'aucun effort normal n'apparaisse, puisque les efforts normaux ne peuvent être calculés à partir de la matrice de rigidité. L'autre approche consiste à appliquer le principe des travaux virtuels. On ne la présentera pas dans cet exposé, mais cette approche est présentée dans le polycopié. Prenons maintenant l'exemple de la structure étudiée précédemment. Cette structure comporte 3 degrés de liberté. Un degré de liberté en déplacement, UB égale UC, que nous noterons maintenant grand U. 2 degrés de liberté en rotation, θB et θC. Pour obtenir les 3 équations nécessaires à la résolution, nous allons dans un premier temps isoler le nœud B. Ce nœud B est en équilibre sous l'influence des différents efforts des poutres sur le nœud. Seul l'équilibre du nœud en rotation nous intéresse ici. On écrira donc MBA plus MBC égale 0. Il s'agit maintenant de remplacer MBA et MBC par leur expression en fonction des degrés de liberté. Pour obtenir cette expression, on utilise la matrice de rigidité montrée en début d'exposé. On obtient alors la relation suivante. Néanmoins, il y a ici une petite difficulté. En effet, les degrés de liberté sont exprimés dans le repère global, alors que la matrice de rigidité utilise des déplacements exprimés dans les repères locaux. Autrement dit, pour exprimer MBA en fonction des degrés de liberté, il faut, dans un premier temps, exprimer ces degrés de liberté dans le repère global, dans le repère local. Le déplacement UB, par exemple, est défini positivement selon l'axe grand X du repère global. Lorsqu'on isole la poutre AB et qu'on va exprimer le moment MBA, on aura besoin d'utiliser les déplacements du nœud B dans le repère local. Ce repère local est défini avec un axe X ici correspondant à l'axe grand Y du repère local et un axe petit y correspondant à l'axe grand X du repère local. En conséquence,
le déplacement d'une B exprimée dans le repère local de la poutre AB a un déplacement petit vb qui est égal à l'inverse du déplacement grand U. La seconde équation est obtenue en isolant le nœud C. Ce nœud C est en équilibre uniquement sous l'influence d'un seul moment, ce qui permet d'obtenir l'équation MCB égale 0 et la seconde équation liant les rotations θB et θC. La troisième équation est associée au déplacement grand U. Pour obtenir une troisième équation indépendante des deux autres, il faut isoler une partie de la structure afin de faire apparaître un effort tranchant VIJ orienté dans la même direction que le déplacement grand U. On pourra par exemple isoler l'ensemble constitué d'une B, d'une C et de la poutre BC. On fait alors apparaître l'ensemble des efforts qui agissent sur cette sous-partie de structure et on en déduit la relation moins VBA plus F égale 0. VBA pouvant s'exprimer en fonction des degrés de liberté de la structure, on obtient alors la troisième équation. La résolution consiste alors à résoudre un système à trois équations, trois inconnues. Une fois les degrés de liberté de la structure calculés par résolution du système d'équations précédent, il est possible d'exprimer également l'ensemble des efforts NIJ, VIJ et MIJ. Cependant, nous avions considéré l'hypothèse supplémentaire que les poutres avaient une longueur constante, petit ui égale petit uj. Cette hypothèse nous permettait de simplifier un petit peu le problème en réduisant le nombre de degrés de liberté. Mais cette hypothèse nous empêche de calculer la valeur des efforts normaux, donc les efforts NIJ et NJI, à partir de la matrice de rigidité. Pour calculer ces efforts, on isolera les nœuds. En isolant les nœuds et en écrivant l'équilibre statique de ces nœuds horizontalement ou verticalement, on fera apparaître des relations entre efforts normaux et efforts tranchants. Si on isole par exemple le nœud B, on peut écrire que moins NBC plus VBA égale 0 et que moins NBA moins VBC égale 0. Les efforts VBA et VBC étant faciles à exprimer maintenant qu'on connaît les degrés de liberté, on pourra en déduire les valeurs de NBC et de NBA. On connaît maintenant le déplacement de chaque nœud et les efforts NIJ et NJI qui caractérisent l'action des nœuds sur chaque poutre. On peut donc en déduire les efforts intérieurs. Pour ce faire, il suffit d'isoler une poutre. En isolant cette poutre, on représente dans un premier temps les efforts NIJ, MIJ, VIJ au nœud I et les efforts MJI, NJI, VJI au nœud J. Cette structure est parfaitement déterminée. Tous les efforts sont connus. Il est donc possible d'en isoler une sous-partie de longueur X, de considérer une section fictive sur laquelle on va définir les efforts intérieurs N de X, V de X, MF de X et calculer la valeur de ces efforts. En résumé, la méthode des déplacements consiste à adopter une démarche en 6 points. Premièrement, on cherche les degrés de liberté d'une structure. Deuxièmement, on cherche autant d'équations qu'il y a de degrés de liberté. Ce seront des équations d'équilibre. Troisièmement, on exprime ces équations d'équilibre en fonction des degrés de liberté. Quatrièmement, on résout le système d'équations. Cinquièmement, on en déduit les efforts NIJ caractérisant l'action axiale des nœuds sur les poutres. Sixièmement, on peut calculer l'ensemble des efforts intérieurs en n'importe quel point de la structure. La difficulté principale de la méthode des déplacements réside dans l'étape 2. Dans cette étape, il est fréquent de trouver effectivement un nombre d'équations d'équilibre identique au nombre de degrés de liberté, mais d'avoir des équations d'équilibre qui ne sont pas indépendantes. En conséquence, en l'absence d'erreur de calcul, on obtient invariablement 0 égale 0.